Bonjour et bienvenue sur KTV, sur les réseaux sociaux pour suivre ce second temps de parole. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Constance Ongena pour parler cyclone et les conséquences si le cyclone, par exemple Belna, aurait frappé Mayotte. Bonjour Anne-Constance. Bonjour Léo, bonjour Camar, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, la question se pose, qu'est-ce qui se serait passé sur notre environnement si Belna avait vraiment frappé Mayotte ? Alors beaucoup de choses, on va prendre sujet par sujet si vous voulez bien Léo, en commençant d'abord par les impacts sur la faune. Alors nous à Mayotte on n'a pas une grande habitude, et tant mieux du reste, d'être touchés par les cyclones. En revanche les scientifiques aux Antilles et dans les Amériques, qui eux sont régulièrement balayés par les cyclones, ont pu faire de nombreuses études sur les conséquences sur la faune locale après le passage d'un cyclone. Alors on se rend compte de deux choses à retenir. La première chose, c'est que le vent pousse les animaux. Donc ils vivent à un endroit et on peut les retrouver déportés très très loin de leur zone habituelle d'habitation. C'est le cas notamment des oiseaux que l'on peut retrouver jusqu'à 80 km au-delà de leur habitat traditionnel. Et ça pose un problème vraiment pour eux ? Bah oui, ça pose un problème parce que quand il s'agit d'oiseaux, par exemple, marins, qui vivent en bord de mer, qui se retrouvent à 80 km du bord de mer, ils ont juste un petit problème pour trouver de la nourriture, par exemple. Voilà, par exemple. C'est donc un souci. Deuxième chose qu'ont constaté les scientifiques, c'est que le passage d'un cyclone tue les animaux vivants et tue leurs nichés. Ce qui fait que sur l'année qui suit et sur les 2 années qui suivent, il y a une baisse forte de la présence des animaux de différentes espèces. Voilà. Par exemple, le libis blanc, après le passage d'Hugo dans les années 90 aux États-Unis, en Caroline du Sud, aurait pu totalement disparaître si les associations n'avaient pas aidé à réimplanter l'animal sur place. Alors vous allez me dire oui super, sauf que c'est aux États-Unis et nous on est à Mayotte. Sauf qu'à Mayotte nous avons des espèces endémiques qui sont en danger d'extinction grave et important, suivant les listes rouges de l'IUCN. Je pense notamment, on en parlait tout à l'heure, du crabier blanc, qui est menacé d'extinction. Le passage d'un cyclone comme Belna ou comme un autre cyclone peut achever de faire disparaître d'une zone géographique une espèce d'oiseau ou d'un autre animal. Par rapport à l'impact. Exactement. Quand il reste très peu de représentants, de ressortissants de l'espèce, le cyclone, le volcan, ce sera autrefois. S'il y a un volcan si notre volcan crache du feu, là aussi il y aura des problèmes. Mais le cyclone peut détruire les animaux vivants et les nichés, et donc par conséquent faire disparaître l'espèce d'un territoire. Donc on parle du crabier blanc, mais on pourrait aussi citer le héron de Humboldt, le martinet noir africain. On pourrait citer aussi une espèce endémique qui est menacée d'extinction, le drongo noir de Mayotte. Oui, parce qu'on parle souvent, quand on parle cyclone, on parle souvent que ça va abîmer l'habitat, mais on parle rarement en fait des animaux, enfin du parc animalier, on en parle rarement ça. Pourtant, le plan Orsec qu'a activé le préfet jeudi dernier, en théorie, prévoit dans son article 8 une mesure pour mettre à l'abri le patrimoine environnemental et le patrimoine culturel. Alors, je vois pas bien comment on peut faire. J'ai un peu cherché. Comment on peut aller chercher un oiseau et le mettre à l'abri. Voilà, j'ai pas réellement trouvé, mais c'est quand même. C'est là où je voulais en venir. C'est vrai que quand on avait reçu le GEPOMAI qui nous disait effectivement que le crabier blanc, par exemple, il restait peut-être une dizaine, je pense, même une douzaine, je pense. Et aujourd'hui, la plupart de ces oiseaux, de ces espèces, habitent dans notre mangrove. Est-ce que la mangrove elle-même, si aujourd'hui on aurait eu cet impact de Belna, est-ce que la mangrove serait touchée ? Alors évidemment, c'était le second sujet sur la flore. Et effectivement, les mangroves qui sont en bordure de lagon auraient été considérablement détruites et elles aussi sont en danger d'extinction sur les listes de l'IUCN. Alors dans les mangroves, il faut distinguer l'arrière-mangrove et la mangrove dite extérieure qui est celle qui est en bordure de lagon. C'est la plus fragile ? Non, parce que ce ne sont pas les mêmes palétuviers, tout simplement. Et la mangrove intérieure, elle est beaucoup plus menacée que la mangrove extérieure parce qu'elle est beaucoup plus soumise aux pressions anthropiques, donc aux pressions de l'homme. Je pense notamment à l'agriculture. Je pense
associés aux déchets qui sont abandonnés, et on rajoute une plante vulnérable ou un écosystème vulnérable, vous faites passer là-dessus un cyclone, vous détruisez beaucoup plus rapidement cet écosystème. Donc effectivement, si Belna était passé ou si un autre cyclone passe cet hiver, ce que j'espère pas, ou à un autre moment, effectivement, toutes ces mangroves auraient pu disparaître. Et on sait qu'elles sont très importantes, puisqu'elles permettent à la fois à la terre de ne pas envahir et envaser le lagon. Ça régule un peu. Exactement, c'est un régulateur, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'on sait l'impact qu'il y a eu lors le fameux cyclone en 84 qui est passé sur Mayotte, où il y a eu beaucoup de dégâts, enfin moins de dégâts humains parce qu'il y a beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on connaît aujourd'hui l'impact que ça a eu justement sur la faune et la flore? Non, parce qu'en 84, ce n'étaient pas des données qui étaient mesurées. On mesure le coût des pertes humaines, évidemment, le nombre de maisons qui sont effectivement détruites, et les coûts en infrastructure sont évalués. Mais c'est très difficile. Je vois le crabier blanc derrière vous, Léo. Si Belna passe et que le crabier blanc disparaît de Mayotte, comment est-ce qu'on peut chiffrer en euros le coût que cela peut représenter? C'est un patrimoine immatériel qui est précieux, évidemment, et qui est difficilement chiffrable. Je prends un autre exemple de ce qui aurait pu disparaître. Souvent on oublie, et pourtant c'est aussi très important à Mayotte. Ce sont nos zones humides. Nous avons, je pense à celle d'Ambato, à Msangamouji, par exemple. Voilà, exactement. Les zones humides sont un réservoir de biodiversité. On y croise beaucoup d'espèces animalières, beaucoup d'espèces de plantes, mais c'est surtout un réservoir d'eau au moment où Mayotte en manque régulièrement. On en a beaucoup parlé sur les antennes de Kwezi ces derniers mois. Les zones humides sont des endroits qui sont des véritables éponges, tout simplement, et qui permettent de stocker de l'eau. Et c'est vrai que quand vous avez des initiatives pour protéger la mangrove, replanter des espèces d'arbres, etc., un cyclone qui passe ravage tous les efforts qui ont pu être entrepris par les associations et les professionnels, ce qui fait qu'après le passage d'un cyclone, tout est détruit, évidemment, mais on ne repart pas au jour d'avant. On repart des dizaines d'années en arrière, parce que souvent, pour que les palétuviers soient à nouveau efficaces et utiles, il a fallu les planter, mais il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées avant qu'ils puissent être à nouveau efficaces et jouer leur rôle de régulateur. On parlait de la mangrove, mais on pourrait parler des patzas et du projet Les Alames. Voilà. Mais quand vous parlez d'animaux, d'oiseaux comme ça, qui a des risques, souvent on dit que quand des cyclones ou des tsunamis, les animaux se mettent à l'abri. Est-ce qu'il n'y a pas ce réflexe animalier d'aller chercher un abri quelque part? On sait que le cyclone, il n'y a pas forcément d'abri, mais est-ce qu'ils n'ont pas ce réflexe-là? Alors, plusieurs choses. Déjà, à Mayotte, nous avons des espèces d'oiseaux qui nichent au sol, c'est-à-dire qu'ils font leur nid sur le sol. Ils pondent leurs œufs dans des nids sur le sol. Je ne vois pas bien comment ils peuvent protéger leur habitat dans ces conditions-là. Le vent emporte les nids et les œufs, donc la génération d'après est détruite, est perdue. Après, si eux arrivent à se mettre à l'abri, tant mieux. Mais néanmoins, il ne faut pas rêver. Même si on se met à l'abri, il y a des ressortissants de ces espèces qui disparaissent. C'est indéniable. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on regarde, on a, par exemple, les maquis, aujourd'hui, qu'on a mis, par exemple, à l'île Ombouzi, est-ce qu'avec ce cyclone, on aurait eu des pertes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment même où on dit, bon, peut-être il y a moins de maquis, donc, et ils ont même plus de nourriture, ils sont obligés de venir dans les habitations. Est-ce que là, ça aurait été catastrophique également? Bien sûr, c'était l'autre aspect de la réponse de tout à l'heure. C'est que non seulement on perd des ressortissants avec le vent, mais ils ont beaucoup plus de mal à se mettre à l'abri, puisque l'urbanisation a fragmenté leur habitat, et donc ils ont plus de difficultés à se mettre à l'abri. La déforestation est une réalité à Mayotte, et quand on détruit l'habitat des animaux, ces animaux ont du mal à se mettre à l'abri et à se protéger. Donc forcément, on parlait des oiseaux, mais on aurait pu aussi parler des maquis et d'autres espèces. Des tortues aussi, des tortues. Les tortues marines, qui, à mon avis, les œufs. Vous parliez justement des différentes pontes, les œufs, donc ça aurait été dramatique pour la faune et la flore. Et ça, là encore, je rejoins la question de Léo tout à l'heure. Est-ce que là, par exemple, ceux qui s'occupent de ces tortues n'auraient pas pu anticiper pour récupérer des œufs et les mettre à l'abri en attendant que le cyclone passe, ou on n'a pas le droit?
C'est pas une question de droit ou de pas droit, mais vous enlevez des œufs de tortue qui sont quand la Avec une tortue chaleur, pond hein. voilà, quand la tortue pond et qu'elle les met à l'endroit où elle les met tous ensemble, qu'elle les recouvre de sable, c'est pour permettre tout le process Bien sûr. qui va permettre à la tortue au bébé d'éclore. tortue Donc il n'y a d'éclore. pas de moyen de récupérer, sauvegarde, je veux de dire. sauvegarder, peut-être de reproduire l'endroit où ils sont, de les reproduire dans un endroit à l'abri, le temps de passage du cyclone, et les remettre en place. Est-ce que c'est jouable? Alors, je ne sais pas si c'est possible d'un point de vue scientifique ou pas. En tout cas, une chose est sûre, je n'en ai pas connaissance, et pas connaissance encore moins à Mayotte. Ouais. C'est une question intéressante qu'on pourra poser un jour Bien sûr. Ah, bien au sûr, parc marin, oui. de savoir comment Bien ils font ça sûr. pour ça. Est-ce qu'on aurait eu des espèces d'arbres ou Oui. de plantes qu'on aurait perdues? Alors, c'est possible. Nous avons à Mayotte une espèce de baobab, Oui. dont les derniers spécimens, qui s'appelle le baobab de Madagascar, Bien du reste, sûr, bien mais sûr. qui reste, les derniers spécimens sont ici à Mayotte. C'est vrai. Et effectivement, on sait très bien que quand un cyclone passe, il y a de la casse sur les arbres. Bien sûr. Effectivement, les spécimens de ces arbres auraient pu être encore plus mis en danger, effectivement. Après, il y a une autre conséquence environnementale qu'on doit impérativement évoquer, puisque ça pousse à des conduites à tenir, c'est les eaux usées. Les eaux d'assainissement, puisqu'on assainit très mal, le raccordement à l'assainissement collectif ou la mise en place de systèmes d'assainissement individuels sont encore ici à Mayotte très faibles et très insuffisants. Effectivement, les eaux usées par la conjonction des inondations, les dispositifs auraient débordé et le lagon aurait été pollué encore plus par les eaux usées, ainsi que la biodiversité contaminée par des eaux sales, au-delà du risque de propagation des maladies hydriques qui sont induites par les débordements de fosses septiques, par exemple. Mais quand un ouragan frôle, je parle par exemple de Canet, car on a eu on a plus senti Canet que Belna. Je ne Évidemment. parle pas de hier où il y a plus senti, mais est-ce que ça aussi, ça a une influence sur la faune et la flore quand ça frôle et ça passe pas dessus? C'est une question de vitesse du vent. Vous avez bien vu pour Kenneth, un certain nombre d'arbres sont tombés. Donc forcément, quand un arbre tombe, c'est un élément de biodiversité. C'est un élément de biodiversité qui est perdu, même si l'espèce de l'arbre qui est tombé n'est pas le plus menacé. C'est quand même. Et là, vous voyez dans Mamoudzou, même si effectivement il ne s'est pas passé grand-chose dimanche, un petit peu plus lundi, il y a des feuilles qui jonchent le sol. Il y a du déchet vert un petit peu partout, éparpillé dans les rues de Mamoudzou aujourd'hui. Alors, on l'a vu par exemple aujourd'hui, l'effort qui a été fait par exemple par la municipalité de planter au bord des routes, notamment le tronçon entre rond-point de Passamenti jusqu'à la station, où on a ces espèces de palmiers grands. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce processus que vous décrivez, on a fait je sais pas combien d'années pour avoir voir pousser ces palmiers. Ça veut dire que là, on aurait recommencé un travail de 5 ans, de 10 ans. C'est ça. Alors, je ne suis pas passée à Passamenti dans les 2 dernières journées, mais dans tous les cas, effectivement, quand une collectivité fait l'effort de planter, alors là, c'est de la décoration, mais dans tous les cas, quand une collectivité ou un service de l'État reforeste ou plante sur une zone des arbres, il y a un objectif bien particulier. Si le vent passe et arrache tout, tous les efforts de plusieurs années sont anéantis et il faut recommencer. Et ce que l'on oublie s'agissant de la reforestation, c'est que par exemple 100 hectares de forêt reboisée, ça coûte 2,5 millions. Il faut, si les arbres s'envolent, il faut, avant de replanter, remobiliser les financements. C'est énorme. Donc on ne repart pas au jour d'avant, on repart bien plus loin en arrière. Il faut demander des fonds, il faut obtenir les fonds et commencer à planter. Et le temps que la plantation après produise ces arbres, ça prend des années. Exactement. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de chance, puisqu'il se passe quand même beaucoup de choses à Mayotte. Les services de l'État et les associations sont extrêmement dynamiques pour protéger les animaux et pour protéger la flore. Je pense au Gépomaille. Sans le Gépomaille, le crabier blanc aurait probablement disparu de Mayotte, c'est évident. De la même manière, l'ONF et le CBNM en ce moment ont
monte un projet expérimental de reboisement des padzas grâce à un champignon qu'il mélange avec des espèces indigènes locales pour accélérer le reboisement de ces zones qui sont en cours de désertification. C'est plusieurs années de travail pour obtenir des résultats. Donc il faut bien avoir en tête que les services compétents, associatifs et services de l'État se bougent réellement pour améliorer la condition de notre environnement et que la survenance d'un phénomène climatique violent peut mettre à réduire à néant des années et des années de travail en quelques heures finalement. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour expliquer la chance qu'on a eue, en fait, que Benna n'ait pas frappé Mayotte, parce que sinon, on a bien compris que la faune et la flore auraient eu de graves soucis. C'est tout pour ce temps de parole.